3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Lalevé est avec nous, le directeur général de Montpensier-Arbevel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Gérald Grant nous accompagne, associé, directeur général délégué en charge de l'allocation d'actifs et de la sélection de fonds chez Fondesis. Bonsoir Gérald. Bonsoir Léo. Et Zakaria Darwish est avec nous également, responsable des solutions multi-actifs chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Je voulais qu'on parle du crédit avec vous pour commencer. Zakaria, un univers d'investissement que vous connaissez particulièrement bien. Il faut toujours écouter le crédit, bien sûr. Est-ce que le crédit a quelque chose à nous dire ? Je m'explique. C'est vrai que depuis quelques jours, on a beaucoup de titres de presse, anglo-saxonne notamment, consacrés à ces marchés de crédit privé, en l'occurrence, avec 2 accidents majeurs que sont First Brand et Tricolor Holdings. Tricolor Holdings étant un prêteur automobile et First Brands étant un vendeur de pièces détachées automobiles. Là aussi, Zaka, que dire de ces événements qui quand même marquent les esprits, visiblement. On parle de plusieurs milliards ou dizaines de milliards de créances qui s'évaporent avec ces émetteurs. Est-ce que ce sont les accidents, la vie normale d'un cycle de crédit et notamment du marché du crédit privé, ou est-ce que ce sont des canaris dans la mine, comme on dit ? Alors, si on regarde ces cas particuliers, on voit que c'est quand même lié à un secteur qui a été beaucoup marqué par la guerre commerciale, qui est le secteur automobile, un secteur qui est plutôt cyclique aussi, qui est sensible à la dynamique de la croissance. Donc, effectivement, on peut voir que c'est lié, il y a des fondamentaux économiques qui justifient ces accidents de crédit, si on peut appeler ça. Le second élément, c'est qu'on parle d'un segment de marché qui est particulier, qui est celui du crédit privé, par rapport au crédit syndiqué public qui constitue le plus gros des investissements qu'on peut retrouver dans les fonds. Le crédit privé, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a eu un changement de dynamique. Il y a quelques années encore, les financeurs, les investisseurs dans le crédit privé, c'était des gens qui apportaient de gros tickets, où ils disaient, bon voilà, je finance telle boîte, j'apporte tout le financement, en contrepartie, je peux signer ce qu'on appelle des covenants, des conditions. Des conditions de cet octroi de crédit qui permet en fait d'avoir une visibilité qui est très claire sur quoi on investit. Ce qui a changé aujourd'hui dans la structure de marché, c'est que en fait, ce marché du crédit a attiré de plus en plus d'investisseurs en recherche d'un rendement qui est plus élevé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez en fait des intermédiaires qui finalement, ce qu'ils vont permettre aux investisseurs de faire, c'est plutôt que de mettre un gros ticket sur une entreprise, avoir une diversification en mettant un petit ticket ici, un petit ticket là-bas, un petit ticket là-bas. On a disséminé ce risque. Finalement, en fait, on revient sur du crédit syndiqué, mais sur c'est un segment qui est particulier. Ce qui fait que les covenants, la transparence que peuvent avoir des investisseurs, est un peu moins bonne que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Ce qui explique, dans le cas de First Brand, finalement, parce qu'on se rend compte que ce qu'il y a dans les comptes n'est pas exactement ce que les investisseurs pensaient. Ça explique aussi pourquoi il y a autant de voix qui se sont élevées. On a même Christine Lagarde qui a souligné qu'il y a un pan du marché sur lequel il faut augmenter la transparence. Donc ça, c'est vraiment très spécifique au crédit privé. Sur le crédit public, on peut parler du segment du... Partant de ces 2 accidents spécifiques, idiosyncratiques, ma question étant, effectivement, venant de ces marchés privés, est-ce qu'il y a des phénomènes de contagion constatés au marché du crédit public syndiqué, comme vous dites, Zakaria? On ne l'observe pas aujourd'hui. Je vais citer un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un écartement des primes de risque, des spreads, suite à l'annonce de Donald Trump d'une relance de la guerre commerciale avec la Chine. Cet écartement, il a duré un jour et demi. Un jour et demi. Et en fait, on se rend compte que dès que la prime de risque sur le marché du crédit, en particulier le plus risqué, le high yield, augmente, en fait, ça attire des investisseurs qui sont en recherche de rendement. Et en fait, on le voit aussi sur le marché primaire, c'est-à-dire le marché des émissions. Une statistique très simple, le mois de septembre, la moyenne des émissions sur les 5 dernières années, c'est 10 milliards. Septembre 2025, c'est 20 milliards. C'est le double. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet de financement. Le marché du high yield, le signal qui est inquiétant, c'est de voir des entreprises qui n'arrivent plus à refinancer la dette. Pour différentes raisons, mais si on constate un problème de refinancement de la dette ou une difficulté de refinancement de la dette, tel par exemple qu'on a observé en 2022, là, c'est un signal fort qu'il faut vraiment écouter. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des spreads qui sont resserrés, mais le casting a aussi changé. Quand on regarde le marché du crédit, à l'époque, la part des moins bien notés, le triple C et plus, ça représente plus de 10% de l'univers. Aujourd'hui, c'est 4%. Je dis ça parce que ça va être 2025 qui s'annonce comme étant la 3e année de performance
stellaire pour le crédit en général. Quand on rapporte la performance à la volatilité, je crois que c'est une classe d'actifs qui est difficile à battre depuis plus de 2 ans maintenant. Au point qu'on se demande si ça peut continuer. Les paramètres de marché, l'environnement reste un environnement favorable, en soutien d'une dynamique positive en termes de performance pour le crédit, ou est-ce qu'on est allé au bout déjà de ce qu'on pouvait attendre de cette classe d'actifs? Ce qui semble être une réflexion qui se diffuse un petit peu. Là aussi, je me réfère à un papier du FT ce matin. Des grands noms, des Fidelity, des BlackRock vous disent que dans des stratégies flexibles aujourd'hui, sur le crédit développé, des marchés développés en l'occurrence, certains n'hésitent plus à prendre des positions short parce que ils estiment que la performance a été consommée quasiment totalement. Alors aujourd'hui, l'environnement reste, avec un niveau de volatilité qui est bas ou qui baisse, ça reste un environnement qui est très positif pour les actifs de rendement. Donc que ce soit le crédit, que ce soit les devises émergentes, la dette émergente, tout ce type d'actifs sont encore... Tout ce qui porte du yield, du rendement. Exactement. Par contre, là où je rejoins certaines interrogations, c'est sur le niveau absolu des spreads. On peut s'attendre à de la performance de portage, justement, du rendement, mais la compression des spreads, on arrive peut-être au bout du chemin, où une bonne partie du chemin a été consommée. Encore une fois, on compare, en fait, on a le même thermomètre, donc les spreads de crédit, mais c'est pas le même casting. C'est-à-dire qu'on regarde des entreprises de meilleure qualité, ça justifie quelque part. La qualité des indices de crédit, notamment, s'est améliorée. Les émetteurs, la qualité des émetteurs qui appartiennent aux indices s'est améliorée. Exactement. Et ça, c'est une raison fondamentale à cette compression des spreads de crédit. Bon. Le crédit, la classe d'actifs crédit, sera encore une classe d'actifs difficile à battre cette année, Gérald? Moi, je rebondirais sur plusieurs choses. D'abord, pour répondre à la première question sur le canari dans la mine, parce que j'aime bien cette expression, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de gaz dans la mine, mais de là à dire qu'il est totalement toxique et qu'il va tuer tous les mineurs, c'est moins sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, et Zakaria l'a dit d'une façon un peu différente, mais il l'a sous-entendu, c'est qu'il y a quand même de l'air qui continue de rentrer. Et cet air, c'est la liquidité qui est très abondante sur les marchés de crédit, qu'ils soient privés ou ouverts. Et ça, c'est crucial parce qu'effectivement, les spreads sont un peu serrés, donc les écarts de rendement, ils sont plus très, très intéressants. Le portage, oui, il est là, mais après, encore une fois, moi, je me positionne pour des clients qui regardent, quand un gérant parle du high yield à 5,5, mettons, ok, mais son fonds, il a des frais de gestion, il a des frais du contrat, il a ceci, il a cela, ce qui fait que quand on ramène tout net de frais, il n'y a plus beaucoup non plus. Et donc, finalement, ce qui tient cette classe d'actifs, c'est quand même la liquidité qui continue d'être abondante. Et qui vient d'où cette liquidité? Du fait que la liquidité, elle est globalement très élevée. J'ai un point, et qui d'ailleurs va illustrer aussi peut-être la transition vers les marchés actions, c'est que n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a en gros 80% des banques centrales, des 34 grandes banques centrales de la planète, qui ont baissé leur taux sur les 6 derniers mois. C'est le taux le plus élevé depuis Covid, depuis 2020. On est dans une psychologie où on se dit on est en tightening sur la Fed. En fait, non. La taille du bilan de la Fed ne cesse d'augmenter et on sait bien que la suite, elle va probablement... Elle nous dit d'ailleurs qu'elle va arrêter de réduire son bilan. Donc cette liquidité, elle doit s'investir et ça, évidemment, ça soutient les marchés du crédit, qu'ils soient privés ou ouverts, encore une fois, ou syndiqués, comme tu disais, Zakaria, mais aussi les marchés actions qui continuent d'en profiter. Donc oui, attention, il y a des petits indices, mais on est encore une fois sur un segment, sur la dette privée, qui est finalement beaucoup moins réglementé, effectivement, beaucoup moins transparent, beaucoup moins liquide. Ils ne sont pas soumis à toutes les contraintes qui ont pu être mises sur les banques notamment, et on est moins dans l'univers bancaire, donc le risque systémique, je parle sous le contrôle de Zakaria, est moindre. Donc oui, il faut y faire attention, mais de là à commencer à comparer, comme on pourrait l'entendre, à un subprime 2, je pense qu'on est encore loin pour le moment. Je comprends. Non, mais c'est vrai que le développement des marchés privés en général a été spectaculaire au cours des dernières années. Ces phénomènes de liquidité, c'était l'idée que la marée monte. Alors on le voit partout, dans le crédit, mais dans les marchés d'actions aussi. Puis même encore plus généralement, vous croyez à l'IA, ça monte. Vous pensez qu'il faut être sur de la tech émergente asiatique, vous avez fait une superbe année. Vous aimez la value, les financières, le thème infra, les small caps. L'Europe est un super territoire d'investissement pour vous. Vous avez peur, vous achetez de l'or. Vous dormez plus que tranquille depuis 9 mois, Sébastien. Il y en a pour tout le monde dans ce marché.
Il y en a pour tout le monde. Non, mais quelles que soient vos convictions, vous trouvez un actif qui correspond et qui performe, quoi. Après, c'est le métier de Gérald de trouver la bonne conviction, la meilleure, la bonne allocation. La perf, c'est l'allocation. Hein. Le stock picker, lui, ne le dira jamais publiquement. Il nous aide quand même. Hein. Il nous aide quand même. Les stock pickers, La première brique de la performance, c'est l'allocation. D'accord. Ouais. Non, en fait, pour moi, il y a un élément qui est fondamental, c'est que il y a un biais qu'on voit et que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est la déformation liée aux indices. Premier élément. Au mois de septembre, le Russell 1000, qui est donc les 1000 plus grandes entreprises américaines, doit faire à peu près 3,8, quelque chose comme ça. Les 9 boîtes qui font plus de 1000 milliards de capi font 8,5 ou 8,8. Et les 991 autres font 0,1. Donc, il y a un miroir déformant lié à la structure des indices et au fait qu'il y a quelque chose, notamment aux États-Unis, qui représente 35%, 40% du S&P. Donc, on a un biais via les indices qui est faux. Enfin, malheureusement, qui ne correspond pas à la réalité. Une des convictions que j'ai pour les années à venir, parce qu'on me dit, notamment sur les small mid, c'est une catastrophe, ça a beaucoup monté cette année, donc est-ce qu'il reste du fuel? La réponse est, regardez les indices, enfin regardez l'Europe cette année, en dehors de la défense et des financières, il y a plein de choses qui n'ont pas marché en réalité. Donc en fait, il y a beaucoup de leviers dans les mois qui viennent avec tout ce qui n'a pas marché. Donc c'est assez sain en fait comme situation, pour un investisseur en tout cas. En tout cas, il y a plein de secteurs qui ont beaucoup de fuel et beaucoup de valorisations qui sont extrêmement basses. Alors après, aux États-Unis, est-ce que c'est sain? C'est clair que tous ceux qui ont connu la bulle des années 2000 avec des valos en multiples de chiffre d'affaires, nous on était là, moi j'étais là déjà, des multiples de chiffre d'affaires, des valos grotesques, pas de free cash flow. Là, on est face à des sociétés qui ont des multiples qui en réalité sont pas si élevés que ça, rapportés à la croissance, qui ont monté, hein, il y a eu du re-rating, mais les multiples sont pas fous. C'est dans le non-coté que ça me gêne plus. Dans la partie private equity, dans la partie d'OpenAI à 500 milliards. D'accord. La réalité, c'est que moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que toutes les boîtes du monde, à la fin, sont valorisées 10 fois 10 de PE. Oui, mais je connais mon Sébastien Lalvé. 10 fois des bidas. Donc, est-ce que OpenAI fera 50 milliards d'EBITDA? Peut-être, mais c'est pas sûr. Mais le sujet est pas là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu avec les dernières annonces, quand on regarde la croissance boursière des boîtes liées à l'intelligence artificielle, qui est justifiée, hein, je la remets pas en cause. Pendant des années, ça a été financé par le cash flow de cette magnifique. Oui. Aujourd'hui, quand on regarde les annonces récentes depuis quelques semaines, c'est plus le cas. C'est Nvidia qui finance OpenAI, c'est AMD, tout ça. Donc on est dans une deuxième vague où les gens se financent entre eux. La consanguinité, quoi. Il y a un peu de consanguinité. Il y a aussi le fait que quand on retraite bien, en réalité, il y a plusieurs annonces qui, en fait, les chiffres, en fait, on les mélange un peu tous. C'est un peu la boîte de gestion qui dit je gère tant de milliards, mais en réalité, il y a beaucoup de double comptage aussi. Là, on rentre dans l'ère du double comptage. Ouais. C'est moins sain. D'accord. En réalité, c'est moins sain. Et en fait, c'est souvent autour d'OpenAI de quelques sociétés. C'est la pieuvre. Qui génèrent pas de cash. Les anglo-saxons appellent ça la pieuvre. Qui génèrent pas de cash. Donc, on est passé d'un truc extrêmement sain où des boîtes investissent leur cash excédentaire à des sociétés qui deviennent centrales à l'écosystème qui n'en génèrent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dure tant que la musique est là. Donc on est un peu plus dans la fin des années 90 qu'au début des années 90 de ce point de vue-là. Mais c'est logique. Hein. Ah non, mais c'est l'histoire avec un éternel recommencement. On m'a rappelé, alors moi, Cisco, je me souviens, je viens de 2000, mais Cisco, donc c'était avec Sprint, c'est ça, l'opérateur télécom Sprint. Cisco finançait Sprint et qui lui achetait évidemment ses équipements télécom. Et puis un jour, pouf, plus de demande, tout a disparu. Et en fait, l'erreur serait de croire... Enfin, moi, je suis un convaincu de l'intelligence artificielle, mais c'est deux choses différentes. C'est extraordinairement utile, ça va changer le monde, ça change le monde, mais là, c'est pas le sujet. Nous, on parle d'investissement, on parle de bourse, et le problème, c'est ce que comprennent pas souvent les gens dans le grand public ou même les patrons d'entreprise. Mes résultats sont super. Oui, ils sont super, mais le marché attendait un peu mieux. Mmh. Donc, quand le marché attend un peu mieux et que tu publies un petit peu en dessous, c'est super, mais c'est moins bien. Et en bourse, c'est super, mais c'est moins bien, ça veut dire que ça baisse. Et le sujet, c'est que ces sociétés-là, qui sont les plus connues au monde, qui sont les plus détenues au monde,
sont des sociétés qui n'ont jamais déçu depuis des années. Donc le jour où il y aura une déception, j'ai un peu peur des conséquences. Pire que ça, on n'a jamais connu de déception algorithmée. Nous connaissons le momentum, nous connaissons les ETF. Alors des algos et des social media aussi. Hein. Et des social media. La bourse fonctionne beaucoup avec des effets de réseau aujourd'hui. Nous ne connaissons que la hausse algorithmée. D'accord. On n'a jamais connu de baisse algorithmée. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences. Et c'est pareil pour le crédit en réalité. Parce que là, les flux sont quand même hyper algorithmés. Et sur des marchés même très liquides, tu as un peu peur des effets de seuil, des effets d'emballement, pour un truc qui ne sera pas forcément majeur, mais qui créera le truc. Donc c'est ça qui me gêne un peu. Et c'est totalement décorrélé de l'intérêt ou non de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pouvez observer sur ce thème de l'IA à travers notamment les fonds que vous monitorez, Gérald? Et est-ce qu'on commence dans des gestions actives à observer, je sais pas, des mouvements, peut-être de retrait, c'est impossible de pas être dans l'IA, ou en tout cas des mouvements qui pivotent par rapport Alors, pour être très honnête, globalement, quand on parle aux gérants qui gèrent de l'IA, même des fonds purs IA, il y en a quelques-uns sur la place de Paris, j'en connais pas un qui va vous dire l'IA c'est mort. Ah mais non. Et au contraire, ils vont dire effectivement. C'est pas le sujet de la discussion. Hein, on n'est pas là. C'est pas pour ou contre l'IA. C'est ce qu'a dit Sébastien très justement. Voilà. C'est pas je suis pour ou contre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut voir certains gérants qui commencent à mettre des biais un peu défensifs dans leur portefeuille, notamment en termes de valorisation. Ouais. Donc, où ils vont se dire, attention, ça c'est peut-être un peu cher, et donc ils vont réorienter un peu le portefeuille. Mais globalement, moi, j'ai deux gérants très différents sur la même valeur, Nvidia. Un va me dire, Nvidia, c'est en fait une des valeurs les plus difficiles à gérer. Et pourquoi il explique ça? Parce qu'il se dit, finalement, tous les 2 ans, il y a une baisse de 50% de Nvidia. Et donc ça, il faut plus ou moins la voir venir et essayer de ne pas se faire attraper à ce moment-là et éventuellement la reprendre pas trop... C'est pas arrivé depuis 2022, j'imagine, sur Nvidia, c'est ça? Oui, à peu près, ouais. Mais il y a eu quand même une petite correction quand même en avril. D'accord. Ça n'a pas fait 50, mais ça a quand même corrigé. Donc il va vous dire, c'est vrai qu'on se dit, c'est facile, aujourd'hui on achète du Nvidia et on fait de la perf. Il va dire, non, c'est pas si simple. Et il y en a un autre qui va vous dire aussi, Nvidia, moi, je prends les paris, c'est 6 000 milliards de capi à horizon 3-4 ans. Alors, ils ont peut-être raison, on n'en sait rien. Mais je pense que ce qui est compliqué dans l'IA, c'est finalement de mettre des chiffres réels en face de toutes ces projections. Et je pense que les analystes eux-mêmes, alors là, je laisse parler Sébastien, qui est le spécialiste là-dedans, je pense que certains analystes eux-mêmes ne savent pas trop quels chiffres mettre en réalité. Mais en fait, pourquoi on achète un semi-conducteur à la fin, pourquoi ça monte? Parce qu'en fait, un spécialiste du secteur m'avait dit, tu sais, à la fin, le but du jeu, c'est d'avoir un prix par calcul. Je comprends. On a vécu l'ère du FOMO, il fallait surtout pas rater. Et Nvidia en a extraordinairement... D'ailleurs, il n'y a pas de bulle, dans le sens, si vous regardez l'augmentation du cours de bourse versus l'augmentation des EPS depuis 3 ans, c'est relativement corrélé. Entre 30 et 35 Non, il n'y a pas eu de re-rating, malgré la hausse x10, il n'y a pas eu de re-rating. À chaque trimestre, après publication, ils reviennent à 35, qui est à peu près leur norme historique. Par contre, moi, ce que j'observe en tant qu'analyste financier, la marge brute, elle a explosé parce que les prix ont explosé. Donc, il y a un effet d'aubaine lié à un effet rareté. Est-ce que ça, c'est pérenne une fois que se stabilise? La réponse, elle est universellement non. Donc, ça veut dire que dans toutes les industries du monde, au bout d'un moment, la marge brute baisse parce qu'il y a de l'inertie et parce qu'il y a de la concurrence. Premier point. Et si on pense qu'à la fin, pour n'importe quel acheteur de semi-conducteurs, le but, c'est de payer un montant par calcul pour l'intelligence artificielle, aujourd'hui se développe, on l'a vu avec plein de sujets, dans un modèle, pour qu'il soit efficace, ça ne sera pas qu'une histoire de puces mises bout à bout, ça sera aussi une question d'architecture, ça sera une question de logiciel, ça sera une question de qualité de la donnée, et ça fera qu'à un moment, une partie de la valeur va aller vers le soft, et ne sera pas uniquement, et d'ailleurs on a vu les deals avec AMD, on parle de Nvidia qui rentre dans Intel, à un moment, ils ne seront plus, il n'y aura plus un monopole sur Nvidia. Alors est-ce que c'est demain, est-ce que c'est après-demain, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il y aura des alternatives. Est-ce que l'Asie et la Chine
représente justement une alternative à l'écosystème d'intelligence artificielle américain, avec peut-être une course à la puissance de calcul moins agressive et justement peut-être déjà une diffusion beaucoup plus large aussi de ces... Je pense à DeepSeek, bien sûr, et une diffusion déjà beaucoup plus large avec peut-être déjà des cas d'usage monétisables ou potentiellement monétisables. Après, en demain. fait, OpenAI et Nvidia vous ont fait croire, ils font croire au monde entier qu'en fait, si Il faut croire ce qu'ils veulent en ce moment, j'ai l'impression. De toute façon, non, oui, je sais quoi bien, qu'ils disent, quoi qu'ils touchent, c'est les paroles d'évangile. Ce sont les modèles qui sont en avance sur tous les autres. Ouais. Mais quelle est l'adoption en entreprise? L'adoption en entreprise, elle n'est pas là encore. En tout cas, pas suffisamment avancée. En tout cas, c'est pas l'adoption en entreprise qui justifie les valos de ces sociétés-là. Donc, le vrai sujet, c'est, tu vois, Mistral aujourd'hui, ils te disent, on est globalement 6 à 8 mois en retard versus OpenAI, mais en réalité, ça suffit. C'est pas grave. Parce que nous, on va offrir de la souveraineté, on va offrir tous ces sujets-là, et en réalité, vu le déploiement en entreprise... La valeur sera aussi ailleurs. La valeur sera aussi ailleurs. Ouais. Et donc, ça veut dire que les gens qui surinvestissent tout le temps pour être premiers, mais en sachant que ça va tellement vite qu'aujourd'hui, en fait, si tu es 6 mois derrière, en fait, c'est pas très grave, parce que ça suffira. Et pour quel usage? Et d'ailleurs, quand tu regardes factuellement l'usage des modèles, c'est pas OpenAI qui gagne le B2B, c'est plutôt Anthropic et Claude, en l'occurrence. Donc, il y a tous ces sujets-là. Donc, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que tout cet écosystème, entre-temps, en ce moment, repose sur la valo d'OpenAI, qui a besoin de lever de l'argent tout le temps. Et que si, à un moment, on remet en cause ça... C'est un château de cartes qui s'est fait. C'est pas un château des de cartes cartes. solides. Oui, bon, c'est pas une bonne image. Mais en tout cas, boursièrement, il y a un vrai sujet. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Et ça une fois encore, c'est comme Internet en 2000. Expliquer qu'Internet était mort quand il y a eu le dégonflement de la bulle, c'était totalement idiot. D'ailleurs, on l'a vu après. Mais par contre, nous sommes des investisseurs. Et que là, le reset, le moment où il y a une période, ce qu'on dit, une période d'ajustement, ça peut être 60%. Ah bah, ça fait mal. Hein. Sûr. Donc, et ça change rien à long terme. On verra. Alors après les conséquences, je crois que Chris Waller, un des gouverneurs de la Fed, a eu cette expression sur l'idée que l'IA va tellement vite qu'on verra d'abord évidemment beaucoup de destruction d'emplois et que ça prendra du temps en revanche avant de voir la création de nouveaux emplois qui viendraient compenser les pertes. Là où moi je suis un peu un techno-geek, mais il faut aussi de temps en temps se poser et dire ok, parlons de la santé. Parlons des secteurs qui vont être révolutionnés par ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, on a le biais de l'investisseur qui est un biais important. Hein, mais n'oublions pas ses usages et ses applications. Mais fondamentalement, c'est une bonne nouvelle tout ce qui se passe. Bon, sur le plan thématique, effectivement, ce thème de l'IA, comment on continue d'en être en ayant conscience de tous ces risques, Zacharia, sur le plan boursier, j'entends. Hein. Oui, je pense que beaucoup a été dit par la part de mes confrères, mais voilà, il faut juste garder à l'esprit que l'IA, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la partie hardware, des semis, mais il y a aussi toute la partie software qui est en retard, effectivement, en termes de valo. Cette année, ça fait pas grand-chose. Hein. Il y a le sujet de l'énergie qui est très important et qui commence à prendre un rôle central. On a entendu dans l'idée des déclarations, on a entendu des intentions faramineuses. Est-ce que ces acteurs-là peuvent délivrer, peuvent fournir centrale nucléaire? Ça ne se construit pas en 2 jours. Non. Donc, il y a des éléments sur tout l'écosystème. Il y a des éléments qui sont allés très vite en termes de valorisation. Il y a certains segments qui peuvent avoir plus d'intérêt pour jouer de façon défensive une thématique qui est en vogue. Ouais. Je reviens à la question de la liquidité, et c'est vrai qu'on est passé dessus un peu rapidement, mais ça fait partie des annonces de Jérôme Powell cette semaine, alors qui conforte le marché dans l'idée qu'il y aura une baisse de taux fin octobre, et sans doute une autre encore en décembre. Mais c'est surtout la question du bilan, qui commence à devenir une question un peu sérieuse ou un peu chaude, avec l'idée, alors le QT, la réduction du bilan a déjà été ralentie au cours de cette année, Zacharia, mais Jérôme Powell pré-annonce ou pré-signale l'idée que la Fed va désormais stabiliser son bilan et puis en réinvestissant encore les mortgages, la Fed va redevenir acheteuse nette finalement sur le marché. Pourquoi cette inflexion? Pourquoi aujourd'hui? Et quels impacts attendre effectivement de cette décision de la Fed?
Alors, si je veux être cynique, je vais juste dire qu'il n'y a pas de statistiques qui sortent aux US, donc il fallait bien meubler. Mais fallait satisfaire l'audience. Oui, c'était un gros colloque économique quand même. Il ne parlait pas devant n'importe qui, là. Il y a clairement quelques petits cracks qu'on peut observer sur le marché, sur la liquidité du marché. Peut-être ça justifie aussi Donc, dans la tuyauterie, les mécanismes monétaires, voilà. etc. Notamment, quand on regarde... On manque un peu de liquidité aujourd'hui dans certaines parties du marché. Oui, clairement. Enfin, on peut le dire, parce qu'en fait, quand on voit le taux SOFR, qui est en gros le taux jour-jour aux US, il est en train de sortir des bornes de la Fed. La dernière fois, quand il est sorti de façon majeure, c'était fin 2019 avec la crise du repo. Donc, je pense qu'il y a un sujet. En fait, la Fed se pose toujours la question de quel est le niveau adéquat de liquidité à injecter dans le système. Je pense que la question, ils ont l'occasion de se la poser. Et du coup, en fait, c'est très bénéfique de l'annoncer, de le pré-annoncer aussi pour alléger un peu la tension là-dessus. Et ça met un cap au taux long, enfin, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça va permettre justement à la partie longue de la courbe de continuer de se stabiliser. Oui, en partie, sachant qu'il y a plusieurs forces qui sont en jeu. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un peu de complaisance par rapport à la variable de volatilité de M. Trump, compte tenu de... Comme c'est bien dit. Quand on voit la courbe, la pente de la courbe, la différence entre le 2 ans et le 3 ans, ou le 5 ans et le 30 ans, on voit qu'il y a eu une stabilisation depuis 2 mois. Les marchés regardent ça de façon très optimiste, c'est-à-dire que pas de sujet de déficit, pas de problème d'indépendance de la Fed post-Powell. Pas de crainte d'inflation. Ce sont des sujets qui vont revenir relativement vite, mais dans la séquence, on est plutôt sur des annonces plutôt dovish de la Fed, donc une confirmation d'une baisse des tensions. L'arrêt du quantitative tightening, c'est plus pour la partie longue de la courbe. On est plutôt on l'oublie tellement on fait abstraction de cela, mais en fait le gouvernement est en shutdown, ce qui est très négatif croissance. Enfin, le trait est à quantifier en fonction de nombre de jours et le compteur tourne. Mais ce sont des éléments qui sont plutôt de nature à venir faire baisser les taux longs. Et ce qu'on a observé dans la séquence, il y a eu quelque chose de très marquant là, quand il y a eu l'annonce de Trump vis-à-vis de la Chine. Quand il y a eu le jour de la libération, les actions ont baissé. En parallèle, le dollar a baissé, les taux d'intérêt US ont monté. Donc, il y a une défiance vers les actifs US. Là quand tu as eu, on a eu une forte baisse des actions, mais on a eu une baisse des taux d'intérêt. Donc, on est revenu sur cette perception de valeur refuge des taux d'intérêt, des obligations US, et ça justifie aussi quelque part cette prime de risque qui s'écrase actuellement. Mais compte tenu de la dynamique, compte tenu des sujets qui arrivent, je pense qu'il est un peu optimiste de voir cela comme une stabilisation à un moyen terme. Bon. Intéressant ce petit rappel que la guerre commerciale n'est pas tout à fait terminée, Gérald, mais oui, comme le soulignait Zacharias, c'est tout de suite vu comme négative croissance avant tout, avec des taux qui ont perdu 10 points de base ce vendredi soir. Le marché a en tête que le playbook reste le même depuis Liberation Day et que s'inquiéter un peu sur une annonce ou un tweet, pourquoi pas. En faire un cas durable, c'est compliqué. C'est vrai que M. Trump nous a habitués maintenant à revenir souvent en arrière et que le marché commence à se dire que finalement, à chaque fois, ça va être la même histoire. Le fameux taco qui revient. Et on l'a vu encore là, très vite. Non, mais je comprends bien M. Xi, machin. Bon, après, cette histoire de terres rares, c'est vrai que c'est quelque chose c'est un enjeu évidemment important pour les États-Unis. Maintenant, c'est aussi un moyen pour la Chine. Il y a quelques mois de ça, tu m'avais posé la question, est-ce que la Chine a plus la main que les US ? Et à l'époque, j'avais répondu, peut-être que la Chine, finalement, a quand même un peu la main. Là, je pense qu'elle joue un peu une de ses peut-être dernières cartes, parce qu'effectivement, dans cette révolution technologique de l'électrification, on sait bien que toutes ces terres rares, qui d'ailleurs
la parenthèse, Rien de rare. ne le sont pas. On est d'accord. Sauf si ce n'est le travail de ces terres rares, l'extraction, le raffinage, etc. La seule rareté, c'est la capacité à supporter les externalités négatives Exactement. liées à leur extraction et à leur raffinage. Exactement. Eh bien, tout ça, effectivement, c'est un peu une carte joker, probablement, dans la D'accord. négo, mais je pense, on va voir ce que diront mes camarades, mais je pense que c'est encore un moyen, peut-être, de mettre un petit peu de pression à Trump, et puis ils vont s'entendre à un moment ou à un autre. Même D'ailleurs, si le marché, c'est ce qu'il pense. Hein. Ouais, pour aujourd'hui, même si c'est des poussières, et c'est vrai que je voyais le montant, on en parlait hier en plateau, le montant en valeur des importations américaines de terres rares, mais ça paraît ridicule. C'est entre 150 et 200 millions en 2024. Enfin, le sujet, c'était pas ça en vendredi. Hein. C'est qu'il a pas eu le prix Nobel de la paix. Donc, donc il fallait qu'il s'énerve. Mais, enfin, je veux dire... Bessent, alors on peut écouter Trump, on peut écouter Bessent. Bessent, quand il voit les nouvelles règles d'exportation des terres rares mises en place par Pékin, il dit ils sont en train de mettre un bazooka sur la tête du monde libre, développé. Oui, enfin, ouais, ok. La réalité, car ça n'engage que moi, c'est que je pense que Trump est en train de profondément affaiblir les États-Unis. Que ce qu'il est en train de faire est en train de provoquer ce qu'on appelle... Ce qui faisait la puissance des US, c'était un écosystème financier hors norme, une capacité à financer l'innovation hors norme et une capacité à attirer les cerveaux du monde entier. La réalité, c'est que la fatwa qu'il a organisée contre les Ivy League et les chercheurs du monde entier, oui, d'accord. en fait, aujourd'hui... Donc, ils savent les piliers de ce qui affecte l'innovation. C'est pas que ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, les crédits de recherche sont coupés et que tu as des chercheurs de top niveau qui se retrouvent sans budget et qui sont attirés par le monde entier. Donc, tous les chercheurs d'origine asiatique sont appelés par la Chine qui disent revenez à la maison, on double votre salaire et accessoirement vous garantit vos budgets recherche pendant X années. Donc c'est une partie qui va vraiment vers la convaincu, Chine. Sébastien, qui l'a fait. Parce que, je veux dire, tu viens de décrire un écosystème IA aux États-Unis qui est peut-être là où tout ce. C'est le reflet du passé, Grégoire. D'accord. Qui finance l'IA? C'est Google, c'est Amazon. Oui, mais justement, ces gens-là. il y a quand même cette capacité d'attraction encore à travers. Mais tu crois qu'il va se passer quoi avec Californie, les H1B? 20 000, Amazon, c'était 20 000, 20 000 Ils paieront. Ils sont capables de débaucher des gars à 100 millions de dollars pour avoir la star de l'IA. Qui paye en titre. Mais bah oui. Et pourquoi pas? Mais en fait, c'est juste que... En fait, ça faisait rêver. La réalité, moi, les échos que j'ai, c'est qu'il y a énormément de chercheurs qui s'en vont, qu'aujourd'hui, le Middle East n'attendait que ça. Dubaï, Abu Dhabi. Donc il y a une vraie redistribution des cartes profondes de l'innovation et des territoires d'innovation dans le monde, là. C'est le risque. Ah ouais. Après, C'est le risque. Et les Harvard, les Stanford, les Yale, le MIT, tous ces endroits-là étaient véritablement... Regarde le pédigré de tous les fondateurs, de toutes les boîtes. J'ai l'impression que ça se balaye pas quand même en un claquement de doigts et ne serait-ce qu'en relevant le prix du visa étudiant. Non, c'est pas que ça. etc. C'est pas que ça. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui les États-Unis font rêver un Indien surdoué qui aujourd'hui... Google est géré par un Indien surdoué. Et alors il va où? Ben, je suis moins certain qu'il aille aux États-Unis. Donc il va pas chez nous déjà en tout cas. Ben non, on en fait tout pour. On fait tout pour qu'il ne vienne pas. Donc voilà, donc il va aller où alors? c'est vrai. Il va au Moyen-Orient. Soit il reste en Inde. Il va au Moyen-Orient. Moi, je pense que Moyen-Orient. d'une certaine façon, qu'on aime ou pas, ces endroits-là qui n'attendaient que ça, qui accessoirement n'ont pas d'impôt, dans une zone... Est-ce vraiment la question après Hein? Est-ce que c'est vraiment la question, l'impôt? On parle de tellement de millions que c'est même plus la question de savoir s'ils vont payer 20 ou 0% d'impôt, quoi. Tiens, moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que finalement, oui, effectivement, on peut dire tout ce qu'on veut de Trump, qu'il est en train de hard poweriser les États-Unis, qu'il peut-être y a moins de démocratie, peu importe, admettons. Mais de là à dire que la personne qui a toujours rêvé des US, ou même l'ingénieur américain qui est dans la Silicon Valley et qui a envie d'aller s'installer à Dubaï pendant des années, ou en Chine, alors là, je n'imagine même pas. Non, mais d'origine chinoise, je parle de tous les chercheurs. Tu allé à Berkeley, tu dans toutes ces universités, tu as énormément de gens qui... Pourquoi ils sont allés là-bas? Bah parce qu'il y avait quelque chose qui n'existe plus, peut-être. Ouais. Non, mais peut-être, mais ça à voir. Et donc la tech, alors un vrai débat. Juste pour revenir un peu au marché, ce qui se passe en Asie autour de la tech, c'est que le début.
Il y a une forme de révélation. Le monde regarde, moi, prend conscience qu'il y a de la tech très valable en Chine. L'investissement Et ce sera encore l'investissement dans l'IA, les chiffres que j'avais, c'était 100 milliards en Chine, plus de 280 milliards aux US, mais sur la base privée, oui. donc des boîtes qu'on connaît tous, Mhm. et 15 milliards en Europe. Donc l'Europe est hors jeu, à part quelques D'accord. sujets. Malheureusement, c'est le cas. Et la Chine, c'était un choix étatique, centralisé. Donc oui, et on l'a vu avec DeepSeek, on l'a vu avec d'autres sociétés. Le débat, il n'est pas clairement gagné par les États-Unis aujourd'hui, clairement pas. Donc, et je pense que Trump, d'une certaine façon, n'aide pas. Donc vous êtes encore baissier de dollar ? Structurellement. Structurellement baissier de dollar aujourd'hui. Bon, alors petit tour d'horizon quand même, et tour de table sur le marché et la logique d'investissement aujourd'hui là pour quand on est responsable des solutions multi-actifs, en l'occurrence chez CPRM, Zacharia. Quel type de marché ou quelle classe d'actifs permet d'être confortable aujourd'hui dans l'environnement qu'on a essayé de décrire en partie là. Alors, la diversification. Nous, en fait, c'est vrai qu'il y a ce narratif comme quoi beaucoup de classes d'actifs ont des valorisations historiquement élevées, mais en fait, il nous manque aujourd'hui le trigger qui ferait que ces classes d'actifs baissent. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on reste positionné plutôt de façon en surpondération sur les actifs risqués, mais de la façon là, qui permet, entre guillemets, de façon défensive, c'est-à-dire pas prendre des actifs, plutôt que de jouer la valorisation des actifs, jouer le rendement des actifs actuels. Je comprends. Diversifier sur les zones géographiques. On aime bien les émergents, notamment. On aime bien certaines positions de valeur relative sur les devises. Le dollar peut continuer de baisser face à certaines catégories de devises. Voilà, typiquement le dollar, on est plutôt également, en fait, on réduit les positions là-dessus. Structurellement, on est plutôt également sous-pondéré sur le dollar. Mais il est intéressant de jouer d'autres devises. On voit par exemple qu'il y a les deux devises refuges qui sont le yen et le franc suisse. Ouais. On voit que la capacité de faire baisser la devise suisse est beaucoup plus limitée que celle au Japon. Donc, une valeur relative entre les deux est intéressante. Donc, il y a plusieurs compositions là-dessus qui peuvent être intéressantes dans cet environnement de marché. Et on reste confortable avec nos positions sur le marché du crédit, notamment. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une rotation de quelque chose quand même dans les marchés actions, notamment, Gérald, à la faveur de la période des résultats? Là, je sais pas, une Pernod qui réagit bien alors que les chiffres sont quand même pas encore flamboyants. LVMH, c'est 1% de croissance organique. Boum, le stock peut reprendre 10-15%. Est-ce qu'il y a quand même de l'appétit pour aller chercher des boîtes de qualité, justement, qui ont été divisées par deux en 18-24 mois? Bon, après, moi, je ne suis pas un sélectionneur de valeur, donc je vais avoir moins ce biais-là. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ce qui compte aussi dans les marchés, c'est la dérivée seconde et l'inflexion. Donc, si effectivement le marché qui percevait que LVMH avait du mal et aurait du mal et que la Chine pèse, etc., à un moment donné se dit « Ah, il y a un truc qui se passe et peut-être que, alors je vais utiliser un mot un peu excessif, mais que l'hémorragie se termine, et peut-être qu'effectivement, les gens se disent « Tiens », et comme par hasard, tout le secteur en profite. Donc, il y a peut-être aussi un effet psychologique. Et puis, comme l'a très bien dit Sébastien, il n'y a pas non plus que les valeurs de la tech. Et donc, ça peut peut-être allumer des petites lumières en se disant « Il faut peut-être aller regarder des choses qui sont faites, massacrées, là aussi c'est excessif, mais en tout cas qui sont très en retard depuis des mois, et effectivement aller faire une petite rotation. Ouais. Bon, rapidement, les small cap à Paris, en France, l'indice small cap a pris là comme ça 50%. Non, mais il y a eu 3-4 valeurs, et depuis l'indice fait plus rien. Alors, derrière l'indice, est-ce qu'il se passe des choses encore? Il y a eu un biais biotech avec Abivax, avec quelques boîtes comme ça qui ont tout biaisé. La réalité, c'est que sur la période 22, 23, 24, les small caps qui historiquement surperformaient ne l'ont pas fait parce qu'opérationnellement, elles n'ont pas surperformé. Donc opérationnellement, elles ont délivré moins de croissance de résultats et moins de croissance de chiffre d'affaires que les large caps. Est-ce qu'il y a un point d'inflexion là? En 2025, oui. Ouais. Clairement. Il y a un retour de la surperformance opérationnelle des small et des mid caps. Et donc ça doit se retrouver dans les prix, les valeurs de ces boîtes. Ça a commencé. Alors qu'elles ont directé versus les large caps, et je ne parle même pas
de la valorisation par rapport au private equity, qui, parce que c'est privé, vaut 2 fois plus cher, ce qui est une Il y anomalie. a une prime d'illiquidité, Sébastien, oui. D'une prime d'illiquidité, Oui, ouais, oui. mais qui C'est comme existe, ça, que c'est je le monde constate, aujourd'hui. Non, en fait, vous savez quoi j'appelle ça la prime de l'autruche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valo. Donc, comme il n'y a pas de valo, Bah oui, ça me déraille stresse pas. Ça et déraille comme pas. ça me stresse pas, je paye plus cher. C'est le Xanax de l'investisseur. Donc, vaut mieux acheter du private equity parce qu'on se pose pas de questions et on dort mieux. On gagnera moins d'argent, mais on dort mieux. Aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Donc, la vraie value aujourd'hui, elle est dans la small mid européenne. Parce que la France sous-performe et malheureusement peut continuer à sous-performer. Par contre, les small et mid européennes, il y a d'autres pays où ça se passe plutôt Italie, bien. Allemagne, Nordique aussi. Nordique. Et nordique, évidemment. Donc, c'est là qu'il faut aller. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là. Sébastien Lalvé, Montpensier Arbevel, Gérald Grande, Fundesis et Zakaria Darwish, CPR Asset Management.